Wittenberg pour les 4 vérités. Et Jeff Wittenberg, aujourd'hui, vous recevez Olivier Faure, le porte-parole du PS. Effectivement, et avec lui, nous allons parler politique et notamment de l'avenir de François Hollande. Et bonjour, donc Olivier Faure, porte-parole du PS. Ce 11 novembre que nous célébrons aujourd'hui, les cérémonies seront retransmises tout à l'heure sur France 2. Sera-t-il le dernier de François Hollande président, j'allais dire selon vous, mais vous avez peut-être des informations puisque vous avez vu, avec tous les autres députés socialistes, le président de la République cette semaine? Je n'ai pas d'informations au sens où je ne sais pas quelle est la décision que prendra François Hollande, mais cette semaine, effectivement, j'ai retrouvé un François Hollande combatif, aux accents de 2012, avec la volonté d'en découdre, de ne pas se laisser dicter non plus un agenda, mais avec la volonté de faire état d'un bilan, qui est un bilan qui a peut-être été sous-évalué à la fois par le monde médiatique, mais aussi par les Français, parce que depuis 4 ans et demi, beaucoup a été fait dans des conditions très particulières, une situation de crise nombreuses dans tous les domaines, écologiques, terroristes, etc. On va en parler, Olivier Faure. Vous diriez combatif, ça veut dire décider maintenant à se représenter à l'élection présidentielle, car c'est ça la question. On le sait, François Hollande a dit qu'il donnerait son verdict début décembre, dans 3 semaines maintenant. Il donnera son verdict vraisemblablement dans 3 semaines, mais ce que j'ai ressenti, comme celles et ceux qui étaient présents mardi, c'est un président qui, à l'évidence, n'avait pas envie de laisser passer par pertes et profits un bilan qu'il considère et que nous considérons comme un bilan qui mérite d'être réévalué et comparé à ce que aujourd'hui propose la droite ou l'extrême droite. Pas envie non plus de laisser passer un autre candidat, Manuel Valls par exemple, qui aujourd'hui a la faveur des sondages, contrairement à lui. Comment François Hollande peut-il continuer à y croire avec de si mauvaises enquêtes d'opinion, avec tant de contestations, y compris dans son camp? Moi, je ne crois pas que François Hollande fasse de la politique pour lui-même. Et si aujourd'hui, dans les sondages, comme vous le dites, ou dans l'opinion, s'exprimait une préférence notable en termes d'intention de vote pour tel ou tel, je pense qu'il ferait vraisemblablement un autre choix. Mais en termes de popularité, c'est clairement Manuel Valls qui, aujourd'hui, si la popularité était le critère, alors Bernard Kouchner aurait été élu président de la République depuis bien longtemps. Ça n'a jamais été le cas, il n'a même jamais été élu parlementaire. Donc la question, c'est de savoir si aujourd'hui quelqu'un est capable de permettre à la gauche de retrouver une forme d'espérance qu'elle semble avoir perdue. Moi, je pense que aujourd'hui, personne n'est en mesure de faire mieux, et surtout, nous avons un président de la République qui est institutionnellement le mieux placé pour défendre ce que nous avons fait collectivement et être celui qui, à la fois, est comptable, et en démocratie, ça compte, et puis en même temps, celui qui peut permettre d'ouvrir une perspective nouvelle. Donc pour vous, son image n'est pas irrémédiablement atteinte après ce qui s'est passé, et en particulier après la publication du livre de confidence qui a été tant critiqué? Il y a des doutes qui sont nés à l'occasion de ce livre, et sans doute maintenant faut-il qu'il rétablisse un lien direct avec les Français plutôt que de passer par cette médiation qui était celle des journalistes. Mais honnêtement, celles et ceux qui ont lu le livre sont passés à autre chose, parce que franchement, on en a beaucoup parlé, mais beaucoup de ce qui a été extrait du bouquin ne méritait pas, il n'a pas été recontextualisé. Dans 2 jours, on commémorera, on l'a évoqué longuement pendant le journal, les attentats du 13 novembre. La crainte de nouveaux attentats terroristes reste très forte chez les Français. Est-ce que vous diriez que le risque est aussi grand aujourd'hui, 1 an après, alors que beaucoup de moyens ont été mis en œuvre par l'État? Je dirais que la menace, elle est toujours là, et même peut-être elle est-elle encore davantage dans un moment où Daesh recule sur son territoire, et donc est plutôt dans un moment où ils vont souhaiter chercher à répandre la terreur partout ailleurs pour redonner le sentiment qu'ils ne perdent pas. Mais en même temps, on le voit bien, cet État terroriste, oui. Ce pseudo-État est en train de perdre. Mais est-ce que ça change quelque chose sur le risque en France pour vous? Non, pour l'instant, ça ne change rien, parce que nous avons au contraire une volonté, qui est exprimée d'ailleurs par ces dirigeants, d'aller exporter un conflit qui n'arrive plus à gagner sur place. Donc sur les moyens qu'on doit mettre en œuvre, est-ce que par exemple il faut conserver l'état d'urgence encore, et notamment pendant la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques semaines? L'état d'urgence, je suis plus réservé pour une raison assez simple, c'est que ce qui pouvait être réalisé avec l'état d'urgence l'a déjà été, et nous avons modifié la loi, le droit commun, et donc aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément possible pour les forces de l'ordre en matière de perquisition, en matière d'assignation à résidence, l'est devenu dans un cadre normal. Et donc maintenir
symboliquement l'état d'urgence pendant une durée trop longue me semble être de nature à plutôt inquiéter, y compris à l'extérieur de nos frontières. Pourtant, il n'y a pas pour l'instant de projet de le lever, cet état d'urgence, dans les prochaines semaines. Non. Si l'on en croit ce que dit notamment le Premier ministre. Non, c'est vrai. Donc le Parti socialiste va demander cette levée ? Nous ne demanderons pas, nous constaterons évidemment avec le gouvernement. Mais et c'est vrai qu'on est devenu otage d'un symbole, qui est celui de l'état d'urgence, parce que derrière ces mots-là, le fait de lever cet état d'urgence, on pourrait penser qu'on lève une vigilance. Ce qui n'est pas le cas, puisque, je le répète, la loi a changé et désormais, même y compris sans l'état d'urgence, nous sommes en capacité d'aller au front face à nos ennemis intérieurs. La classe politique française a-t-elle commencé, selon vous, à digérer l'élection de Donald Trump, le Parti socialiste en particulier, dont vous êtes le porte-parole? On a entendu ses premières déclarations plutôt consensuelles, le ton relativement chaleureux de sa rencontre avec Obama. Est-il finalement aussi dangereux qu'on l'a dit pendant la campagne électorale américaine? Le système américain est un système qui comporte aussi de nombreux contre-pouvoirs. La difficulté aujourd'hui, c'est de savoir ce que feront en fait les membres de son parti, des Républicains, qui ont, pour un nombre d'entre eux, lâché Trump pendant la campagne et qui aujourd'hui se retrouvent à être sa majorité à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Est-ce qu'il va faire ce qu'il a annoncé, selon vous? Moi, je veux être optimiste et je veux espérer que le dialogue avec sa majorité, avec son opposition, avec le reste du monde, le conduira à modifier un discours qui était pour une large part très outrancier et qui ne correspondait à aucune réalité. Et néanmoins, il a été élu. Qu'est-ce que ça change dans la façon d'aborder notre propre élection présidentielle? Est-ce que, une fois encore, comme pour le Brexit, on n'a pas un peu méprisé ce que pensait le peuple, qui finalement donne tort aux prévisions? Je ne sais pas si on a méprisé le peuple et je ne voudrais pas qu'on laisse penser que Donald Trump représente le peuple à lui tout seul. Mais qu'est-ce que ça change en tout cas dans la façon d'appréhender notre élection? Il a été élu alors que 200 000... Enfin, il a perdu en voix et il a gagné effectivement grâce à un mode de scrutin particulier qui est le mode de scrutin américain. Ce que ça dit de l'Amérique, et ce que ça peut dire aussi de notre pays, c'est qu'il y a non pas une guerre de sécession, ce serait beaucoup exagéré, mais il y a deux Amériques, comme il y a aujourd'hui deux ou trois France qui cohabitent, qui se jouxtent sans forcément se parler. Et moi qui suis l'élu d'un territoire dit périurbain, donc à 45 km de la capitale, et qui souffre de manière différente parce que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a les gagnants de la mondialisation qui se concentrent dans les grandes métropoles et puis à l'extérieur, des gens qui ont le sentiment d'être progressivement déclassés, abandonnés. Et c'est ce sentiment contre lequel il faut aujourd'hui lutter. Mais alors, il y a deux façons de lutter parce que Donald Trump ou Marine Le Pen ici ou Nicolas Sarkozy ne luttent pas contre ce déclassement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils l'utilisent à leur propre fin pour pouvoir conquérir le pouvoir. Mais Donald Trump, demain, s'il appliquait sa politique, il creuserait les inégalités entre les territoires, il creuserait les inégalités entre les Américains. Et il creuserait y compris le gouffre qui existe entre les États-Unis et le reste du monde. Et donc, la vraie question qui existe aujourd'hui, c'est celle de la réduction des inégalités, la meilleure façon de ramener les services publics dans des territoires qui sont des territoires délaissés. On a compris que c'est sur ces thèmes que vous allez faire campagne. Et puis aussi l'Europe, parce que, contrairement à ce que les uns et les autres disent, il faut une Europe qui prenne y compris sa défense et ses affaires étrangères en main. Eh bien, vous entendu. Merci beaucoup, Olivier Faure, porte-parole du Parti socialiste. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci très bon 11 novembre. Beaucoup. Merci, messieurs.